Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Salut Philippe Gabillier, je suis ravi de te recevoir de nouveau sur Génération Do It Yourself. Comment vas-tu Philippe ? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ça va bien ? Ça va très très bien, très très bien. Je suis au calme, chez moi. On est souvent au calme. Bon, après, il y en a qui ont des enfants en bas âge, c'est moins calme. Mais je rappelle qu'on a fait un super épisode ensemble, notamment sur la chance, qui est un sujet qui t'est cher depuis longtemps. Toi, tu es et que je recommande vraiment assez souvent, qui fait partie, je vais y revenir, mais des rares podcasts que j'ai pu faire, que j'ai pris le temps de réécouter, même de temps en temps, longtemps après, parce que c'est un podcast qui fait du bien. Et voilà, tu es docteur en sciences de gestion. Tu es prof à l'ESCP Business School. Tu es conférencier aussi, donc ce qui doit être un peu compliqué en ce moment, tu vas me raconter aussi. Et auteur de plein de bouquins autour de thématiques qui sont la chance, l'optimisme, quoi d'autre ? Alors, j'avais fait Éloge de l'audace. Ah oui, Et le dernier qui est sorti il y a un an, qui est L'art de changer de vie en 5 leçons. Voilà, ouais. les derniers sont ceux-là. Et aussi, une des raisons pour lesquelles tu es là, c'est que tu es porte-parole de la Ligue des optimistes de France, dans laquelle tu es Absolument, un membre. qu'on avait créé. On avait créé ça il y a une dizaine d'années avec un très beau bureau d'honneur qui était composé de Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Éric Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard et d'autres. On avait une présidente d'ailleurs, France D'accord. Rock, et voilà. Ben voilà, donc je pense que la Ligue des optimistes de France prend tout son sens dans des périodes de confinement Ah oui, un peu on peut dire ça, oui. anxiogènes. On peut dire ça. Donc voilà, donc ça fait partie en fait en effet des sujets que j'aimerais aborder avec toi et que tu abordes souvent aussi en tant que conférencier. C'est l'idée de se dire comment on reste optimiste. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'est que l'état d'optimisme, comment on reste optimiste, et est-ce qu'il y a des techniques, voilà. Et puis aussi, je voudrais voir un peu en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, même peut-être juste aussi en tant que pote de certains de mes copains, que membre d'une famille, est-ce que je peux avoir un impact est-ce que je peux diffuser l'optimisme autour de moi ? Donc, c'est toutes ces questions auxquelles j'aimerais qu'on réponde. Ça te va, Philippe ? Ouais. Ah, ça me va très très bien. Mais Très très bien. avant ça, je vais te demander rapidement, toi, tu es confiné où ? À Paris, je crois, c'est ça ? Oui, moi je suis confiné à Paris, mais tu sais, je suis un confiné privilégié parce que j'ai la chance d'avoir une belle maison, j'ai des terrasses. Bon, on est trois avec mon épouse et ma fille aînée. Ma fille cadette est partie à la campagne avec son copain, donc voilà, elle prend l'air. Donc voilà, on est trois, on se marche pas sur les pieds. Moi, je continue à travailler quand même beaucoup. Bon, tu vois, je suis pas sorti de chez moi depuis 12 jours, mais alors ça ne me fait littéralement ni chaud ni froid, vraiment. Je suis très bien, je fais des tas de choses, je bouquine, je rattrape mon retard sur un certain nombre de séries, j'écris, je continue à travailler aussi à distance parce que voilà, que ce soit via podcast, les Skype, les cours. J'ai des cours, moi j'ai continué à faire mes cours en ligne la semaine dernière. D'accord. Et j'ai sur quelques projets là de conférences à distance, tout. Donc voilà, les choses avancent. Alors bien évidemment, l'activité qui est mon activité traditionnelle, à savoir de conférences en présentiel dans des grandes salles, etc. Bon, ben voilà, en grosso modo, entre le 14 mars et vraisemblablement autour du 15 juin, ben voilà, c'est 0 € de chiffre d'affaires, plus rien du tout. Mais voilà, c'est encore une fois, je te dis, j'ai la chance d'être dans des conditions qui font que c'est un inconfort bien évidemment, mais enfin ça reste quelque chose de très très supportable.
Ben, je serais dans une petite surface, tu veux, je serais en chômage partiel dans une petite surface avec plein d'enfants ça serait autre chose, ça serait autre chose. Mhm. Non, évidemment. Mais alors, du coup, est-ce que pour autant, tout ce qu'on va dire après, euh, ça perd du poids et de la force, du coup, parce que on peut se dire que bah, moi, je suis également bien installé et même si j'ai des enfants autour et un peu de bordel, joyeux bordel autour de moi, ça reste entre guillemets un joyeux bordel. Euh, est-ce que du coup, enfin, je veux dire, on peut se permettre, tu vois, il y a un peu ce côté où on est légitime à parler d'optimisme et de choses comme ça, sachant que beaucoup peut-être se diront, les gars, ils se rendent pas compte en fait de la vraie vie. Tu sais, si les gens qui sont privilégiés, c'est pas parce qu'ils sont privilégiés qu'ils peuvent pas défendre ceux qui le sont moins, tu vois. Parce que si dans ce cas qui le sont les défendent pas, qui le fera? Et bon, moi par ailleurs, voilà, j'ai plein d'amis, j'appelle plein de gens et j'entends. Je dis bien que je l'entends, je le vois puisqu'on le voit pas. Mais moi, j'entends des difficultés, j'entends des détresses et puis j'entends aussi des stratégies pour essayer de vivre avec ça. Mais la légitimité, c'est plus du tout, tu vois, une légitimité d'expert. C'est Hmm, une légitimité de citoyen. Chacun, dirais, à son niveau, à son vécu, à son idée. Déjà, je pense que la, l'enjeu, c'est déjà de s'en préoccuper. Moi, ce que je trouve aujourd'hui dangereux, enfin choquant en tout cas, c'est comment te dire, le retour de comportement euh, qui pourrait se rapprocher, j'étais de ce qu'on appelait en philosophie le salaud sartrien. hmm, Pour moi, le salaud sartrien, c'est les gens qui piquent des masques, c'est des gens qui demandent à des infirmières et à leurs enfants de débarquer, de s'en aller parce qu'ils pourraient être contagieux. C'est des gens, comme j'ai entendu ce matin à la radio, qui font couper, les propriétaires qui vont faire couper l'eau, l'électricité et Internet à l'infirmière qui est dans un appart avec ses gosses pour les forcer à se barrer parce qu'ils sont dangereux. Enfin, tu vois, c'est ce que je trouve dangereux. C'est les États Ouais, qui vont faire une offre x2, x3 ou x4 sur des millions de masques voilà. par rapport aux Par masques exemple, que l'État français a, par exemple. Je dis français, voilà, sans être patriote, mais j'espère qu'on n'a pas fait ça nous français, mais ce genre de comportement qui se passe aussi au niveau des États. voilà, qui Hallucinant. est une espèce de alors heureusement, cette espèce de médiocrité un peu crapoteuse, tu vois? Qu'on retrouve à Mhm. la fois chez des individus et parfois, au niveau de décisionnaires, heureusement, elle est marginale. Je pense que ce Mhm. qui est très, rassurant, c'est que, une situation très difficile comme celle qu'on vit a vraiment généré de vrais mouvements sincères de solidarité avec des gens qui traditionnellement sont pourtant sont des marchands, mais qui ont Mhm. accepté de mettre leur logique marchande entre parenthèses pendant un certain temps, ben voilà, pour donner, pour renvoyer l'ascenseur, voilà, pour faire des choses à titre, au sens littéral du terme, gracieux. Et ça, je trouve, c'est assez rassurant dans le fond. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a énormément de très très beaux mouvements et il y a beaucoup à tous les niveaux, hein, au niveau même de temps en temps de choses qu'on voit pas d'ailleurs, hein. Beaucoup de petites entreprises où tu sens que les liens se resserrent très fort entre tout le monde, que l'organisation se resserre dans le bon sens du terme. Et je trouve qu'en effet, il y a plein d'initiatives qui sont assez Voilà. fantastiques. Mais tu sais, dans le fond, on retrouve cette espèce de double. C'est comme si la société avait deux faces, quoi, hein. C'est comme une pièce qui aurait deux faces. La face sombre qui va s'appeler manque de solidarité, égoïsme, délation, etc. On la retrouve dans le fond dans toutes les situations très 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 critiques. Et on a toujours vu dans ces mêmes situations des gens qui, au contraire, à ce moment-là, s'oubliaient eux-mêmes pour se mettre au service de la collectivité et donner de leur personne, de leurs biens, de tout ça. Donc ce qui est rassurant dans le fond, c'est que jusqu'à preuve du contraire, le solidaire gagne sur l'égoïste. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc que, en effet, je pense que tu diffuses bien à travers tes livres, et on va y revenir. Mais je voudrais te partager moi aussi ce qui s'est passé dans les premières semaines de ce confinement.
et dans lequel j'ai repensé pas mal à notre discussion et au livre que j'ai pu lire, euh, que tu avais écrit. Et, euh, et je pensais justement au fait d'être quand même en mouvement, tu vois. Et on a eu dans cette discussion un moment où je te dis oui, mais si je suis en mouvement, mais pas dans le bon sens, c'est quand même un peu con, etc. Et on a un peu parlé de tout ça, mais moi, assez vite, je me suis dit quelle est ma responsabilité dans tout ça. Moi, je sais pas soigner de gens forcément, je sais pas, voilà, mais je sais faire tourner mon petit bout de l'économie, si tu veux. Mmh. Et en fait, je me suis dit, idéalement, et c'est un idéal, je dis pas que je le ferai pas, je dis pas que j'aurais forcément ce luxe ou de réussir à pas le faire, mais idéalement, j'aimerais bien, je sais pas moi, mettre personne en chômage partiel, parce que le chômage partiel, c'est ponctionner l'État, Oui, tout le oui, monde, bien sûr. etc. Idéalement, Mmh. j'aimerais bien mettre personne en chômage partiel aussi, parce que c'est aussi mettre de mes collaborateurs, dont certains sont confinés dans des conditions difficiles, quoi. À rien faire, ce qui je pensais pas, après bon, c'est mon avis, hein, mais pas forcément une bonne chose, tu vois, Mmh. rester 2 semaines, 3 semaines comme ça, à pas avoir forcément d'activité. Bon, il y a Netflix, il y a des consoles, tu peux écrire, tu peux lire, hein, tu l'as dit, mais voilà. Et puis aussi, plus largement, à continuer à faire tourner l'économie. Je pense que, en fait, une fois que le confinement sera pleinement terminé, si on fait une sortie progressive, euh, en fait, on a des outils. Le drame dans une crise comme ça, c'est que tous les outils, ça soit cassé et qu'il faille reconstruire tous les outils. Les entreprises, pour moi, sont ces outils. Et si tu casses les entreprises, à commencer par la mienne, finalement, j'aurai plus d'outils pour travailler. Il va falloir que je me reconstruise un. Et puis, au lieu de pouvoir employer 50, 60 personnes, je pourrais en employer qu'une ou deux parce que tu recommences à Mmh. zéro, quoi. Et donc, une catastrophe. Alors, pour 58 personnes, ou peut-être, enfin, une catastrophe, j'en sais rien, mais en tout cas, si tu fais ça at scale, en grand nombre, voilà. Et donc, du coup, je me suis mis à fond en mouvement et je me suis dit, on va essayer de rentrer dans cette phase de tu vois, d'idéation, de création, euh, euh, de motivation personnelle d'abord. Et voilà. Et je t'avoue que ça a été extrêmement productif et extrêmement, je crois que ça s'est vu pas mal autour de moi et ça a été vraiment quelque chose d'assez impactant, je crois. Mmh. Comment toi aujourd'hui tu vois dans les acteurs économiques ou dans je sais pas, même dans tes élèves ou dans les personnes avec qui tu travailles, euh, le, le- l'image de ce que je te montre là? Est-ce que tu vois que ça part, il y en a beaucoup qui partent comme ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent en ce moment? C'est quoi ta vision du... Oh, enfin, qui abandonne, non, non. Enfin, j'en ai pas autour de moi. Heu, alors, si tu veux, moi, je vis dans 2 univers. Moi, je vis dans l'univers, de l'enseignement, auquel cas, nous, dans le monde de l'enseignement supérieur, le problème s'est pas posé puisque la règle dès le départ, dès lors que l'établissement a été fermé, le SCP a plusieurs campus, tout a été fermé. Il y a eu dès le départ une règle d'or qui a été donnée par la direction de l'école, qui a été une direction, à la fois stratégique et tactique non négociable, la poursuite de l'activité, la poursuite des cours, tout a continué et on a switché en fait en très peu de temps. En 8 jours, on a switché sur le digital et aujourd'hui, on est à 600 cours qui sont délivrés via Internet, etc. Donc, on a Par des, maintenu notre activité d'enseignement, nous, totalement. Donc, les gens sont par chez des outils eux. qui étaient déjà utilisés par tout le monde Oui, avant oui, oui, ou oui, ça a parce été... qu'on Oui, avait, ok. oh, ben, certains étaient un peu en retard, moi par exemple, mais on s'y est mis. On a un outil qui fonctionne au niveau européen, qui est une plateforme sur laquelle on peut à la fois faire des cours, chatter avec les étudiants, récupérer les examens, les corriger. Donc on peut tout faire, tout, mais TOUT, à distance aujourd'hui. Et c'est vrai que pour nous, en tant que prof d'école, si tu veux, ça aura été une expérience d'apprentissage collectif absolument extraordinaire et dont on gardera d'ailleurs, je dirais,
les bienfaits ultérieurement. Bien évidemment, il nous tarde tous de pouvoir retrouver, pour certains, nos amphis, nos étudiants réels en face de nous, mais Mm. vraiment, on peut dire que collectivement, c'est vraiment un apprentissage collectif qui a fonctionné. Donc, dans le temps, dans mon métier prof, si tu veux, qui représente 50% de mon activité, vraiment, ça se révélera avoir été quelque chose de plutôt positif sur la fin. Dans le métier de conférencier, c'est différent, puisque là, on est dans des métiers, si tu veux, où on a tous sans exception, hein, on a tous tout perdu en chiffre d'affaires pour 3 mois, pour 2 mois ou 3 mois, c'est-à-dire que bon, tout a disparu. Puis quand tu regardes, tu prends la loupe, puis tu regardes attentivement, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que, par exemple, moi je prends mon exemple personnel, j'ai effectivement perdu, au sens perdu. Alors, hein, un tiers, voilà, c'est disparu parce que l'événement a été annulé, sera pas reprogrammé, etc. Et puis, j'ai quand même beaucoup de clients qui ont bien évidemment annulé parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais qui immédiatement m'ont dit attention, hein, on reprend une date, on vous fixe, on vous envoie des arts, donc c'est en septembre, octobre, novembre, décembre, mais là on repose des dates. Donc premier point, il y a beaucoup dans nos métiers de gens qui ont reporté leur événement, ce Du qui coup, fait tu vas donc avoir voilà. un dernier trimestre cauchemardesque en termes de charge de travail, quoi. En tout cas, il sera, comme dit ma fille, il sera busy. Voilà, je serai busy pendant probablement le dernier trimestre ou quadrimestre. Et ensuite, il y a BIZI. les, voilà, Pardon. BUSY, on pourrait Je presque sais, je dire. sais. Voilà. Voilà, on sera bien occupé. Et alors, il Ouais, y a effectivement ça, moi j'assiste ça, je suis spectateur de ça pour l'instant parce que je ouais. suis pas, c'est pas moi qui suis à l'initiative. Beaucoup de développement, comme ce qu'on fait là, tu vois, mais en mode conférence, c'est-à-dire la web conférence. On me dit, ben voilà, on voudrait faire une web conférence avec mes 150, 200 collaborateurs. Ils sont maintenant confinés chez eux, mais je voudrais avoir une conférence sur tel sujet avec eux, tel jour. Euh, et est-ce que c'est possible pour vous? Et la demande tu vois, de web intervention, qui était quand même relativement marginale, je pense que là aussi, il y a un apprentissage qui est en train de se faire, qui changera d'ailleurs peut-être le marché à la sortie du confinement, mais où on se rend compte que on peut tenter, en termes d'impact, on peut aussi tenter des choses en utilisant les réseaux, sachant que tu vois, un conférencier un peu blanchi sous le harnais, dans mon genre, je préfère toujours avoir une belle grande salle en face de moi avec des vrais gens et boire un coup à la fin. Je vais pas dire le contraire. Je comprends, mais ça, c'est une question matérielle, entre guillemets. Il y a aussi une question d'impact et je pense aussi, comme je te le disais, à chacun à notre mesure de service à la société. En tant qu'agent économique, de continuer à faire tourner déjà d'une part, ça c'est plus les flux, mais qui sont importants. Et aussi en tant que mission. Je veux dire, moi je pense que et d'ailleurs, je t'en ai parlé puisque nous, on nous a approché à plusieurs reprises et on sort là une offre justement de sorte de conférence à distance, enfin de petits déjeuners et d'approche, tu vois, sur un certain nombre de mini-événements pour des collaborateurs ou pour des clients qui vont faire ça pour leurs clients aussi, parce que ça a un impact parce que en fait avoir quelqu'un tous les jours ou tous les 2 jours pendant un instant de 15, 20, 30 minutes, tu vois, moi j'anime tous les jours, j'en ai parlé ici, mais en interne quelque chose maintenant au bout d'un moment, bah faut quand même se renouveler, etc. Et je pense que ça sert à quelque chose réellement, quoi. Oui, Donc c'est ça, euh, mais ça sert à quelque chose. Moi, je vois, je fais beaucoup quand j'analyse l'ensemble des interventions que je fais aujourd'hui où vraiment, alors là, vraiment, quand je dis 75%, au moins sont vraiment maintenant à titre, tu vois, à titre gracieux et c'est la période qui veut ça. ouais. Mais ça veut dire aussi qu'il faut pas non plus, rêver. Hem, ce modèle-là qui est lié effectivement à une attitude, tu vois, de soutien, de solidarité dans une période qui est compliquée, ne peut pas, pour la plupart d'entre nous, ne pourra pas être un modèle pérenne, ne serait-ce que parce qu'économiquement, il n'existe pas. Tu vois, Mmh. donc moi, j'ai toujours fait des interventions à titre amical, gratuit, etc. Mais ça représentait, allez, entre 5 et 10% de ce que je faisais, puisque le reste, Non, c'est mais mon métier, c'est mon gagne-pain. Donc là, je pense qu'il maintenant, faut pas que ça reste, oui, en effet. j'en fais énormément, et c'est très bien. Il y a pas de toute façon, c'était ça ou rien faire, donc autant le faire. Mais ça peut pas, si tu veux, faut pas rêver. Ça sera pas pérenne, parce que dans le fond, tous les modèles sur lesquels on est aujourd'hui.
Alors après, on peut discuter, mais je pense que la caractéristique des sorties de crise, et surtout des sorties de catastrophes, que ce soit épidémie, guerre, catastrophe naturelle, etc., c'est que une fois que la pression est retombée, une fois que la sérénité est un peu revenue, Homo sapiens, les êtres humains sont faits de telle sorte qu'ils n'ont de cesse d'oublier ce qui s'est passé, à savoir Mmh. repartir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on repart exactement comme la vie d'avant? Non, parce qu'on repart jamais comme la vie d'avant, bien On aura évidemment. des stocks de On masques aura- peut-être. oui, on aura, mais ça, honnêtement, ça sera pas plus mal en prévision de la prochaine. Voilà. Mais voilà, donc comment te dire, on va avoir des choses différentes qui vont se mettre en place probablement. Et puis il y aura aussi un retour au statu quo ante sur un certain nombre de choses, parce Mmh. que bah voilà, moi je crois pas du tout, tu vois, que la crise qu'on vit en ce moment va durablement dans tous les secteurs de la société, dans tous les milieux, impacter la consommation, les comportements sociaux et compagnie. Je suis pas du tout sûr de ça. Moi, le coup de la grande prise de conscience de la métamorphose qui est en train de jouer, le changement de paradigme, etc., je pense que c'est quelque chose qui est un peu intello, urbain, CSP++ et bac+12, quoi. Tu vois. Mmh. Dans la vraie vie, non. Voilà, la France est un pays populaire. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Et 50%, 55% des chefs de famille en France sont ouvriers ou employés ou agents de maîtrise. Là-dessus, tu en as un tiers qui sont des femmes seules avec enfants, etc. Dire à ces gens-là, mais vous comprenez, prenez conscience quand même, voilà, la crise est là, vous devez déconsommer, la décroissance, mais c'est indigne, tu vois, de dire ça. Mmh. C'est des discours, je dirais, moralisateurs de privilégiés. Et donc, faut pas se raconter d'histoire. Plupart des gens n'ont de cesse que tout ça termine, non pas pour vivre différemment, mais pour recommencer à vivre comme avant. Hein, aller dans les bistrots, dans les restos, sortir avec ses potes, aller dans les parcs et aller au ciné, consommer. Voilà, alors on peut le regretter, on voudrait vivre dans un monde de sobriété heureuse, comme disent certains, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, je n'y crois pas une seconde. C'est hyper intéressant et je suis assez en phase avec ce que tu dis. Les flux financiers, moi, quand je parlais tout à l'heure de tout ça, je pense qu'il y a, en tout cas, pour être clair, nous, ce qu'on propose avec nos intervenants, c'est quand même quelque chose sur lequel, moi, je crois en la dynamique financière. Évidemment, si tu travailles et que tu peux avoir un impact sur le, régler ce problème actuel et que tu peux le faire économiquement pour zéro sans mettre à mal ta société ou ton modèle économique personnel, je suis totalement pour. Mais voilà. Je voudrais revenir sur cette approche de l'optimisme. On en parlait un peu sur la chance tout à l'heure, parce que moi, ce que je te disais tout à l'heure sur la description de la mise en mouvement, c'est aussi de la chance que ça a créé. C'est-à-dire qu'il Mhm. y a beaucoup de prises de contact de gens qui voient que chez Cosa Vostra, on est toujours très actif et qu'il se passe des choses. Et donc, du coup, ils savent qu'il y a une boutique quelque part. Il y en a d'autres, hein, évidemment, mais sur laquelle qui est encore totalement à donf en termes d'idéation, de travail, de suivi, etc., etc., et bien organisé. Mais sur la partie optimisme, moi, ce qui m'interroge quand même, je te disais que je faisais ces sortes ouais, visio-conf tous les jours avec mes collaborateurs. Et alors, on a parlé un peu de légitimité, mais tous les jours, il faut se renouveler. Je me dis, comment est-ce que je peux mieux diffuser un message où mes collaborateurs, encore une fois, ce petit impact que je peux avoir, mais qui peut être aussi avec mes parents, mon cluster de confinement, etc. Et Mhm. se dire, même si on me dit que le confinement va durer le double, et ben, je vais réussir Ouais. Alors, à les garder positifs, quoi. Alors, déjà, il y a une première chose, il faut surtout pas confondre, parce que là, sans ça, on est mort, l'optimisme et le fait de positiver, tu vois? Hmm. C'est-à-dire que positiver, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? What is good about it? Tout ça. Bon, tout ça, alors je vais dire, c'est de l'optimisme de bistrot, hein. Ça tient pas du tout la route. L'optimisme, Ok. c'est un mode une attitude qui a été documentée. Quelqu'un d'ailleurs l'a très très bien défini avec des mots simples. C'est le psychiatre Christophe André
un gars d'un ami de grande Tout à fait, qualité, oui. Ouais. et qui dit, dans le fond, l'optimisme, c'est deux choses. C'est à la fois une confiance a priori dans l'avenir, assortie de la certitude qu'en cas de problème ou de difficulté, on trouvera la ressource. On saura quoi faire, on saura réagir. Et donc, c'est important. Il y a vraiment deux choses. Il y a à la fois cette confiance qui est une posture. Hein. J'ai confiance. Tant qu'à faire, je préfère avoir confiance et faire le pari que tôt ou tard, la paix gagnera sur la guerre. Je préfère parier que tôt ou tard, la pauvreté reculera contre la prospérité. Et je fais le pari que tôt ou tard, la crise du coronavirus va s'arrêter. Voilà, je fais le pari que j'ai une confiance a priori dans l'avenir, même si je ne sais pas exactement. Mais surtout, je suis convaincu que à l'endroit où je suis, moi, j'ai des marges de manœuvre et j'ai des marges d'action. Donc voilà. Et donc l'optimisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment fondé sur une très grande lucidité par rapport au réel, tu vois, par rapport à la réalité. Je vois la vie effectivement comme elle est. Et je me demande pas, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Parce que ça, franchement, dans certaines situations dramatiques, c'est scandaleux de dire à des gens, essayez de trouver ce qu'il y a de positif dans le fait qu'un de vos proches est parti du fait du virus, etc. Dans le fait que vous avez perdu votre boulot pendant quelques... Enfin non, c'est pas, c'est indigne, quoi. Bon. En revanche, on peut se dire, face à une épreuve, face à une difficulté, franchement, j'aurais préféré que ça arrive pas. Mais maintenant que c'est arrivé et que je peux pas faire que ça soit pas arrivé, qu'est-ce que je vais pouvoir essayer d'en faire à mon niveau? Donc, Hmm. tu vois, l'optimisme, c'est vraiment ça. Et donc, factuellement, tu veux être optimiste vis-à-vis de ses enfants, être optimiste vis-à-vis de ses collaborateurs. Si tu es un président, être optimiste vis-à-vis des citoyens. C'est pas leur dire tout va bien. Bon, il faut simplement dire. D'abord, il y a un problème de perception. L'optimiste, c'est vrai que il cherche d'abord à se nourrir au quotidien par des informations verre à moitié plein. Tu vois, je Hmm. pense que pour pouvoir supporter et être lucide sur le nombre de gens en réanimation et qui malheureusement décèdent, il faut en permanence, je dirais, quitte à se le noter sur un papier, se rappeler tous les gens qui guérissent et tous les gens qui sortent de l'hôpital. Parce que dans le fond, c'est ceux qui guérissent et ceux qui sortent de l'hôpital, ils sont déjà l'incarnation du futur. C'est-à-dire qu'arrivera un moment, dans X semaines, X mois, où il y aura effectivement davantage de gens guéris que de gens malades sur ce truc-là. Donc, tu vois, regarder ce qui va bien, se poser la question où sont nos points forts, où sont nos ressources, essayer de percevoir le monde en s'appuyant aussi sur ce qui va bien. Donc, mais ça, d'ailleurs, la plupart des gens en ont une espèce de sensation intuitive. Tu vois, tout le monde aujourd'hui, à l'heure où on se parle tous les deux, tout le monde attend en France, et on sait bien, moi je ne peux que déplorer, je déplore tous les disparus. Mais en même temps, je me dis, bon, je regarde les courbes, ça m'intéresse en tant que citoyen, je dis, tiens, on se rapproche manifestement de quelque chose qui ressemble à un plateau. Et quand on est sur un Hmm. plateau, on n'arrête pas de se rapprocher d'un pic. Et un jour, ça va décroître, et ainsi de suite. Donc, voilà, premier point, c'est un problème de perception du réel, s'entraîner à percevoir le réel d'une certaine façon. On a perdu nos clients, très bien. En revanche, je me rends compte que voilà, ils continuent à nous écrire. On a gardé un contact avec eux. Je me rends compte que la crise qui est là n'a pas eu un impact négatif sur la qualité de notre relation, même si pour l'instant le business est en panne. Tu vois, cette idée, essayons de trouver dans notre environnement des éléments factuels qui mettent en avant là où ça se passe moins mal qu'ailleurs, là où on est bon. Ça, c'est le premier point. Tu te souviens, tu connais les autres points, Philippe, mais juste pour s'arrêter là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un type A et un type B là-dessus? Je veux dire, moi, je sais que naturellement, je suis plutôt comme ça. C'est-à-dire que, bon, en effet, je vais entendre qu'en effet, il y a un bébé qui est mort du coronavirus à tel endroit, que bah, c'est affreux. Oui, en cas isolé, c'est vraiment affreux et je suis hyper touché par ça, moi ayant des enfants, etc. Mais je vais pas me dire demain, je ne deviens pas totalement phobique pour mes enfants à me dire tout ça parce que ça reste un cas sur des dizaines de milliers. Et, Ah oui, ça oui. Oui.
Et donc, comme tu le dis, sur les chiffres, il y en a quand même beaucoup qui l'attrapent pas, ou il y en a beaucoup qui l'ont, mais à qui ça fait rien, etc., chez les petits. Bon, voilà. Et donc, mais il y a toujours cette espèce de, et quand je dis le type B, à la limite, le type B, ça va affoler tous les compteurs. C'est-à-dire que dans sa tête, ça devient un truc il faut protéger ses enfants, encore plus que d'habitude. Enfin, tu vois, il y a un côté totalement. Est-ce que tu peux passer du type B au type A? Est-ce que tu peux réussir encore plus dans un moment, un contexte anxiogène comme on le vit, de te dire, ok, j'étais vers à moitié plein, mais je vais passer vers à moitié plein, tu vois? Honnêtement, l'honnêteté scientifique, voire même philosophique, oblige à dire non. C'est-à-dire que tu comprends bien que il faut aussi bien comprendre que quelqu'un qui fonctionne en mode naturellement, tu vois, en mode pessimiste, anxieux, catastrophiste. Bon, tout d'abord, la personne qui fonctionne comme ça, elle est tout aussi légitime parce qu'elle te dira, et à juste titre, mais attends, voilà les chiffres, quoi, voilà les infos que j'ai. Donc, voilà les datas, voilà les données. J'ai quand même le droit de penser ça et d'anticiper le pire parce que voilà, les chiffres sont là. Donc, Hmm. première chose. Et la deuxième chose, c'est que celui ou celle qui fonctionne comme ça, il faut bien comprendre que ça ne lui crée pas obligatoirement une souffrance, hein. On le pessimisme surtout actif, tu vois, est porteur de bénéfices secondaires, comme on dit, hein. Tu as des gens, le fait d'être pessimiste, ça les rassure. Anticiper le pire, ça les rassure. Se focaliser sur ce qui va mal autour d'eux et en regardant comment eux vivent en disant tiens moi je m'en sors quand même plutôt bien, ça peut aussi être un élément rassurant. C'est ce qui fait qu'on adore les mauvaises nouvelles, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Joël de Ronet, hein, qui disait pourquoi est-ce que les gens aiment les mauvaises nouvelles. C'est parce que en période de crise en particulier, les mauvaises nouvelles ont quelque chose de rassurant. Je dirais, la personne qui est chez elle, confinée, en famille, personne n'est malade, et si pour peu qu'en plus personne soit non plus malade dans l'entourage, on voit tous ces trucs à la télé, on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette espèce de, de soulagement mauvais, disant ah là là les pauvres gens, mais enfin quand même on est bien nous là où on est, tu vois. Hmm. Qu'on le veuille ou non, et ça va dire c'est la nature humaine, c'est pas de la méchanceté, loin de là. On peut parfaitement compatir à la douleur, tout en se disant quand même, je préfère être chez moi que là-bas, quoi. Bon, donc ça a du sens aussi. Donc, ce qui est embêtant, c'est si ce type B, comme tu l'appelles, euh, va se mettre lui aussi autour de lui ou autour d'elle à contaminer négativement. C'est ça qui peut être un peu embêtant, mais c'est pas tous les jours le cas. Tu vois, tu vas avoir des gens qui ont ce type d'attitude-là, des vrais catastrophistes et tout, Hmm. voire des collapsologues, comme on dit aujourd'hui, mais qui d'ailleurs, au quotidien, dans leur vie, euh, moi je connais un collapsologue qui est clair dans sa tête, il devrait pas avoir de plan d'épargne, hein. Il devrait pas mettre des sous de côté, à quoi ça va servir? C'est C'est ridicule, vrai. on va tous crever, ça n'a pas de sens. Je Ouais. veux dire, donc au bout d'un moment, tu veux. Bon. Cela dit, la caractéristique le point de vue optimiste, tu vois, comme je te disais, il a trois caractéristiques. J'essaye d'abord en priorité de percevoir plutôt ce qui va bien, parce que ça va m'aider à affronter ce qui va pas bien. Ouais. Dans un deuxième temps, tant qu'à anticiper, je préfère faire le pari, à la fois pour moi-même et surtout pour les autres, je préfère faire le pari que les choses vont s'arranger, pour une raison très simple, c'est que c'est la seule façon de maintenir le moral et l'énergie autour de moi. Si moi, voilà, tu vois, je suis père de famille. Je suis père de famille et j'ai des enfants, des petits jeunes enfants par exemple, et qui vont me dire, ah mais papa, on va tous mourir, etc. Même si moi j'ai vu deux trois reportages à la télé un peu raides me disant que ça va se reproduire, c'est dangereux, etc. Je me vois pas en train de dire à mes enfants, bah, écoutez les enfants, asseyez-vous, papa va vous expliquer pourquoi on va tous crever. Il faut être lucide, hein, voilà. Donc on va tous mourir, mais voilà, c'est pas très grave. Non, mais ça va pas la tête. Profitons de nos derniers jours. Mais enfin voilà, non, c'est totalement invraisemblable. Donc on peut d'ailleurs celui ou celle qui est en position de responsabilité, c'est vrai pour un dirigeant, il a le droit de douter. C'est même un signe d'intelligence. En revanche, il faut faire très 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 attention dans l'expression que l'on a de ces doutes quand on est en face de gens qui attendent de nous l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Tu vois. Donc, Hmm. le pari sur ça va s'améliorer, et puis moi je vais te dire, j'ai aucun état d'âme à dire, hein. Là, aujourd'hui, on est le 2 avril,
Ben écoute, c'est factuel, hein. On ne cesse tous les jours de se rapprocher du jour où ça sera fini. C'est mathématique, si tu veux. Donc, l'anticipation, elle consiste à dire, à un moment ou à un autre, voilà, on va en sortir. Comment, on ne sait pas, mais on va en sortir. Et le troisième point de l'optimiste, c'est que l'optimiste, en fait, est presque toujours un stoïcien. C'est-à-dire qu'il vous dit, voilà, dans le monde, il y a deux types de trucs, hein. Il y a ceux auxquels vous pouvez quelque chose, ceux auxquels vous pouvez rien. Plus vous passez du temps à focaliser sur ce à quoi vous ne pouvez rien, plus vous vous mettez dans une situation de rumination, et ça, ça peut être toxique. Euh, tout- Soyons dans une posture mentale où, allez, est-ce que j'ai des marges de manœuvre? Moi, aujourd'hui, par rapport à Hmm. moi, j'ai des marges de manœuvre aujourd'hui, hein. Le confinement, je suis désolé, je peux décider d'envoyer tout balader, puis de dire, allez, j'en ai rien à faire, je sors quand même, je les emmerde. Non, les gestes barrières, c'est ma marge de manœuvre, c'est ma liberté, Hmm. effectivement. Je sais, j'ai des tas de marges de manœuvre que je dois mettre en avant, puisque quand on est dans une situation de contrainte, de confinement, d'enfermement, c'est le moment jamais où il faut reprendre conscience de tous les domaines dans lesquels nous avons un libre arbitre, une capacité à décider, des options, des failles qu'on va utiliser pour agir différemment. Voilà. Donc, et c'est dans ce sens-là, tu vois, que l'optimiste, il vous dit jamais, tiens, je vous ai dit pourquoi ça va bien. Non, il dit, allez, regardons ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'en faire. Et s'il y avait plus de choses possibles que l'on croit, et s'il y avait des options, des scénarios pour qu'on sorte de cette crise actuelle, de cette catastrophe actuelle, différents, mais pas sur tout, sur certains points, parce que dans le fond, chacun d'entre nous sortira de sans doute de ce mois et demi, de ces 2 mois de confinement, avec peut-être, ça ne sera pas les mêmes pour tout le monde, mais des réflexes un peu différents, Hmm. certains de consommation, certains de temps passé avec leurs proches, certains de, je sais pas moi, de consommation de médias. Je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, why not, quoi? Pourquoi pas? Ah, mais c'est même très très certain, hein, je pense, hein, sur beaucoup de manières d'être. Enfin, je prends après juste, tu vois, on parle, beaucoup de gens parlent du télétravail. Alors là, c'est un télétravail forcé en confinement, mais je veux dire, nous avant, on travaillait, on se posait plein de questions, comment va le faire, etc. Quand tu le fais à marche forcée, ben tu le fais, et derrière, en effet, tu te dis bon, dire à tout le monde 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, 5 jours par semaine, peu importe, ça dépend des cas, des métiers, des choses, des endroits, etc. Mais en fait, tu te rends compte que ça marche. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des changements importants. Maintenant que tu as posé tout ça, et je comprends bien, et je suis très en phase, mais je pense encore une fois, alors si je suis plutôt type A, alors pour reprendre ma typologie, mais plutôt finalement optimiste, parce que je me reconnais pas mal dans ce que tu dis. Est-ce que dans les gens qui sont pas forcément type B, mais ou petit type A, ou un peu entre les deux, ou voilà, est-ce qu'il y a je sais pas, des exercices, des choses à faire, pour se dire, ok, parce que en fait, au quotidien, bah, quand même, les nouvelles qu'on nous donne sont mauvaises. Quand même, les gens autour de nous, bah, au bout de 3 semaines, 4 semaines, un mois de confinement, un mois et demi, si ça continue, bah, ce sera quand même vraiment dur. Est-ce qu'il y a est-ce que toi, tu as des choses ou des techniques, des routines, des choses comme ça qui te permettent de te dire, bon, ok, là, attends, tu es en train de dévier sur un truc, essaye de repositionner ou de repenser comme ça ou de faire ces choses-là. Ouais. Alors, bon, moi, à titre personnel, je ne l'ai pas parce que moi, je dois être probablement un type A relativement pure player, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Voilà. Mais euh, je trouve qu'il y a une image qui est assez jolie, assez parlante, puis qui est un peu dans l'air du temps, et qui veut que l'optimisme serait peut-être une énergie psychologique renouvelable. Et pourquoi est-ce que l'optimisme serait une énergie psychologique renouvelable? Mais parce qu'en fait, il a tendance à augmenter au fur et à mesure qu'on le partage. C'est-à-dire que moi, je peux pas me lever le matin en disant bon allez, aujourd'hui je suis optimiste, je vois la vie en rose. Non. En revanche, je peux décider euh,
il faut généralement que j'ai une bonne raison, hein. Donc soit je suis père de famille ou mère de famille, soit je suis manager, soit je suis éducateur, soit je suis prof, prof des écoles, et je dois continuer à convaincre mes petits loups de se connecter pour faire avoir les cours en ligne tous les jours, malgré la date des vacances qui approche, voilà, et ainsi de suite. Mmh. Donc moi, ce que je peux faire à mon niveau, c'est essayer d'être un pourvoyeur d'optimisme. Mais comme je t'ai dit, n'oublie pas, c'est quoi un pourvoyeur d'optimisme? C'est quelqu'un qui va, dans ses échanges avec autrui, dans les interactions qu'on a, où on parle de tout, tu vois, on parle de l'actualité, on parle de ce qui se passe, on partage aussi nos anxiétés. L'optimiste est celui qui va délibérément tenter d'orienter la perception de son interlocuteur sur le bon côté, mais en se basant sur des faits. C'est d'ailleurs pour ça Mmh. qu'un vrai optimiste doit être un curieux. Il y a quelqu'un qui doit, bon, on dit toujours, ah, il faut pas regarder trop les chaînes d'infos, ça déprime. Non, non, la chaîne d'infos, ça déprime les types B, comme tu les appelais. Mais Mmh. le type optimiste, au contraire, la chaîne d'infos, il va s'en servir pour trouver des tas d'infos plutôt, sinon rassurantes, en tout cas, qui nous permettent d'envisager les semaines et mois à venir différemment. Donc, on est sur un problème de perception. Et ce qui va entretenir le pessimisme, c'est une perception biaisée, car ne voyant que ce qui est dramatique dans le truc. Ça, c'est clair. Oui, mais alors elle peut être biaisée, mais elle peut être biaisée ou je veux dire souvent, comme tu le disais, on peut te prouver par des chiffres. Je veux dire, un optimiste, j'imagine que on rentre dans une phase où que je souhaite pas, mais où le coronavirus fait 90% de morts, et puis ça s'inverse. L'optimiste, il se dira toujours, je dois pouvoir faire partie des 10% qui restent, tu vois. Ouais, mais enfin, Et le attention, pessimiste, il dira, hum. t'es un gros con parce que mec, enfin, Mais si les ce chiffres sont là. Si ce n'est que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'encore une fois, Mmh. tu vois, on peut toujours faire comment dire, on peut toujours dire oui, mais et si ça se passait comme ça? Mais ça se passe pas comme ça. Mmh. Tu sais, sur le Diamond Princess, c'est ce bateau qui a été et c'était une croisière. Il y avait la moyenne d'âge était très élevée. Alors c'était plutôt des gens d'un certain âge mais en bonne santé, mais globalement, ils étaient quand même confinés entre personnes à haut risque. Bon, et ben sur l'ensemble, je dirais, de tous les gens, tu as eu 750 personnes infectées, malades, etc. Il y a eu 6 morts. Donc tu vois, Mmh. dans un environnement qui était un environnement extrêmement à haut risque, et je veux te dire, un mort, c'est un mort de trop. On va pas se Mmh. raconter d'histoire, c'est un mort de trop. Mais ça, il n'empêche, le coronavirus, de fait, c'est beaucoup plus létal que la grippe saisonnière, bien évidemment, mais ça reste quand même à, tu vois, 2%. Donc 2% sur tous les gens qui, là, c'est 2% qui risquent de, malheureusement, d'y perdre la vie, ce qui, encore une fois, est trop. Mais quand je dis qu'il faut regarder les chiffres, parce que là, faut à un moment donné, moi, tu vois, je suis sociologue au départ, hein. Donc, Mmh. est-ce que, je sais pas si tu le sais toi, est-ce que tu sais combien il y a de décès en France par an? Combien de gens meurent par an en France, global? En Écoute, je France. l'ai regardé parce que j'ai regardé le nombre de décès par jour récemment, mais Mais par an, c'est ouais, vachement ouais, intéressant, c'est par an. je dirais Parce que 700 000, mais voilà. je me Tu trompe. vois alors, donc 600-700 000, ça c'est le nombre de décès par an. Donc si tu fais le calcul, si on faisait un bête truc arithmétique, tu vois, ça nous fait quand même, euh, ça nous fait 50 ou 60 000 par mois. Et tu Mmh. remarqueras d'ailleurs, parce que moi c'est un copain, c'est pas moi c'est un copain démographe moi qui me l'a dit. Il m'a dit, mais tu sais, depuis 40 ans, et on a en plus un pic systématique en France, lié effectivement à c'est pas uniquement la grippe, hein, c'est tout ce qui est viral, et qui fait que voilà, tous les ans, depuis 40 ans, entre mars et fin avril, on a un pic de mortalité. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Eh ben, je dois avouer que non. Et la question qu'il m'a posée, moi, je suis pas capable de répondre, hein. Il me dit, mais tu sais, ce qui sera le juge de paix, ça sera de voir en fin d'année, donc quand on sera en décembre, tu vois, on aura eu tous les chiffres par rapport à cette crise. Globalement, est-ce que sur l'année 2020, il y aura eu plus de décès en France que les autres années et à concurrence de combien? Et parce que là, on risque d'avoir un chiffre qui nous étonnera, à savoir que, ben, malgré tout ça, il y a eu
un peu plus, voire à peu près l'équivalence par rapport aux autres années. Alors on peut dire, mais tu vois, mais c'est invraisemblable. Comment ça se fait? Il y a un pic, les hôpitaux sont obligés de... Mais tu vois, là aussi, je dis, il faut toujours regarder ce qui se passe. Moi, ce qui me frappe, je suis ça de très très près, je suis pas un expert. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tu vois, on est le 2 avril 2020, comment se fait-il que même dans des régions où on est en train en ce moment de dégager des gens, les amener en TGV dans des régions où il y a davantage de lits, etc., tu as dans toutes ces régions-là des cliniques privées qui attendent, qui se sont mises à disposition et dont les lits sont vides. Eh ben moi, je suis désolé, il faudra un jour, quelqu'un m'explique par quel mécanisme administratif ou bureaucratique ça a pu se faire, tu vois. Mmh. On se rend compte qu'on vit dans un monde qui est plus complexe que ça, et tous autant qu'on est, surtout quand on n'est pas expert, ce qui moi est mon cas, tu vois, on a des infos, mais il faut aussi parfois se les recouper. L'optimisme, c'est aussi dire aux gens, voilà, euh, la situation est compliquée, gardez votre esprit critique. Et parfois c'est dur, hein, l'esprit critique, parce que je te donne un exemple. Moi, je suis pas scientifique, je suis un littéraire. Bon, j'ai une grande confiance dans la médecine. Moi, je trouve que et dans les soignants en général. Mais quand, sur une situation comme celle-là, je regarde mes chaînes, et puis je tombe sur des gars et des femmes qui sont des experts, des gens de haut niveau, et que je suis confronté à ce qui est la pire chose qui puisse arriver, des experts en qui j'ai confiance, a priori, mais qui sont absolument pas d'accord entre eux. Ah, alors ça, pour le coup, c'est anxiogène. Pourquoi? Parce que souviens-toi, les deux critères de l'optimisme, c'est confiance a priori dans l'avenir et conviction qu'en cas de problème, on saura quoi faire. Et là, quand je suis moi en tant que citoyen face à une situation où j'ai dit attention, dans les grands esprits, il y en a qui semblent avoir confiance dans le tel traitement, les autres pas. Mmh. Et est-ce qu'on saura quoi faire? Manifestement, on ne sait pas quoi faire. Donc là, moi, le citoyen, je suis anxieux, tu vois. Et c'est pour ça que l'optimisme, c'est mettre le réel tel qu'on le perçoit, tu vois, sous tension positive. Mais c'est pas magique, tu vois. L'optimisme n'est pas opposable. Il n'est pas opposable à la fatalité. Il n'est pas opposable aux accidents. Voilà. Et même l'optimiste, parfois, il est impuissant, hein, c'est clair, par rapport C'est à certains événements ou à leur perception. C'est passionnant ce que tu dis parce que c'est vrai que tu théorises ou je vois d'un point de vue extérieur, alors je pense qu'en effet, hein, je dois être type A exacerbé aussi, mais ce que tu dis sur cet épisode du docteur Raoul, la chloroquine et de ces choses-là, c'est ce dont tu parlais, mais c'est vrai que je dois te dire que ça fait partie des choses où, au début, dans les premiers jours, quand j'ai lu un ou deux trucs sérieux qui disaient que ça avait l'air sérieux, etc., moi, je m'accroche à la branche, je me dis, bah super, on va trouver un truc, il va y avoir quelque chose. Puis quand tu vois très vite d'autres qui réagissent, qui disent, non, en fait, c'est pas du tout sérieux et que voilà, tu as cette espèce de mouvement et c'est le seul truc un peu anxiogène que je vois en l'occurrence Et à ce titre qui est tout personnel. ouais, et même quand on n'y connaît rien, si tu veux, c'est un problème de logique. Quelqu'un qui a fait un peu de logique, même qui a gardé des souvenirs de ses cours de français ou de ses cours de philo au lycée, je prends cet exemple-là que je trouve. Moi, je sais pas du tout l'efficacité, tout. Je sais pas, je suis pas compétent. Mais je vois une chose qui me fascine. Je vois, voilà un gars qui explique, et puis d'ailleurs il le dit, toute son équipe en parle, ils ont fait des... Il explique, il dit voilà, vous prenez le truc au début, vous faites un mélange entre, tout ça doit être bien évidemment validé et Contrôlé. Ouais. sécurisé, chloroquine, azithromycine, plutôt au début, ça fait baisser la charge virale. Bon, moi je comprends ça en tant que citoyen, manifestement. Et là, on dit, bon, d'accord, bon, puisque c'est ça, alors on va tester le médicament du docteur, là, mais on va le tester alors plutôt sur les cas graves qui sont vers la fin et uniquement avec la chloroquine. Moi, en tant que logicien, si tu veux, en termes de logique, je dis, mais attends, je comprends pas. Le mec vous dit, j'ai un protocole qui fonctionne au début avec deux médocs, et on dit, oui, vous avez raison, on va vous le tester, hein, mais on va le mettre avec un seul médoc et plutôt à la fin. Moi, je suis pas un médecin, mais je me dis, là, même j'ai fait de l'épistémologie, hein, je suis chercheur, donc je sais quand même, je ne comprends pas la logique qu'il y a derrière. Sauf si derrière, bien évidemment, on vient me rappeler, ah oui, mais attendez, attention, parce que il y a quand même des guerres entre institutions et tout ça. Ah bon, pardon, je pensais qu'on faisait de la science. Non, non, on s'excuse, on fait de la politique. Ah bah autant pour Mm. moi, désolé, rappelez-moi dans 2 mois, quoi. Enfin, non, donc le citoyen de base, tu vois, il est parfois un peu interloqué dans ce genre de Mm. situation, même Ouais, s'il c'est n'y connaît passionnant. rien, même s'il n'y connaît rien. Mais je reste Euh, optimiste parce que tu vois, pour moi, l'optimisme, c'est suivant. C'est de dire de toute façon, sur tous les traitements qu'on traite en ce moment,
On va bien finir par en trouver un, on va trouver un truc. Et si par hasard le professeur Raoult a tort, eh ben, je dirais en tout cas, ça aura pas porté tort aux gens qu'il aura soigné avec sa méthode. Et alors, en revanche, je ne te cache pas, moi je fais partie de ces Français gaulois, Astérix, etc. Si par hasard il a raison, la seule perspective qu'il pourrait avoir raison me remplit par avance d'une joie profonde, je dirais, par rapport à certains jugements qui auront été portés. On verra bien, c'est un feuilleton Mmh. à suivre. Voilà. Mais j'espère je vais te dire, j'espère qu'il a raison, ne serait-ce que parce que ça apporterait du plus à tout le monde. C'est ça aussi Ouais, l'optimisme, c'est de de dire, l'espoir. ça Ouais. serait quand même bien, bon d'accord, il est ce qu'il est cet homme, mais ça serait intéressant pour tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Hem, Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour de ce que je voulais voir avec toi. Si j'avais une Alors on question est à te très marqué poser. par l'actualité, hein, faut dire que voilà, Ouais. là Oui, non, mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. C'est aussi voilà. d'échanger avec, tu vois. Et c'est vrai que moi, je pense beaucoup à ceux qui ont, tu vois, des gens qui sont dans l'événementiel, dans l'hôtellerie, dans. Enfin, il y a 1 million de métiers dans Ah oui, lesquels bien aujourd'hui sûr. c'est très très dur, dans l'aviation, dans le transport de personnes, etc. J'ai des copains qui ont fait moins 90% de chiffre d'affaires en mars, qui vont faire zéro en avril, quoi. Donc mais mine de rien, il broie pas du noir totalement, mais par moment, je me dis, pour ceux qui broient du noir, comment est-ce qu'on peut les aider aussi, hein, Mmh. mais Mais c'est tu dit. vois, je crois que nos modèles mentaux aussi doivent bouger. Il existe beaucoup d'experts, qui sont des experts du management en situation de crise et cetera et qui ont des choses d'ailleurs, tout à fait intéressantes à raconter, mais ils sont surtout adaptés en fait au moment où on est, au climax, tu vois? Mmh. Quand on est dans la crise. Et puis, il existe tout un champ en fait de recherche et de travaux, beaucoup moins connus parce que c'est des problèmes de spécialistes, qui est ce qu'on appelle la gestion post-catastrophe. La gestion post-catastrophe, c'est en gros, c'est l'ensemble des modèles qui ont été élaborés pour comment, suite à un tsunami, un glissement de terrain, des inondations, voire même parfois un accident atomique, genre Tchernobyl ou AZF, etc. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les modèles mentaux à mettre en œuvre auprès d'une collectivité après une catastrophe? Mais je pense que Mmh. ça va être intéressant de peut-être aussi de remettre au goût du jour ces éléments-là et que il y a des façons probablement plus intelligentes que d'autres de tirer parti. Et quand je dis tirer parti, ça ne veut pas dire positiver, parce que c'est le mot positiver qui moi me gêne là-dedans, Mmh. parce qu'il y a pas, il y a rien. Je suis désolé, quand des gens sont partis, sont morts, il y a rien de positif. Des boîtes qui ont fait faillite, c'est pas positif. Des gens au chômage, c'est pas positif. Mais on peut essayer d'en tirer parti, essayer de tenter d'en faire quelque chose, soit pour soi, soit pour les autres, soit pour la société en général, mais bon sang, agir, quoi. Tenter des coups. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord et je pense que, il y a des grandes choses qui naissent dans ces énormes crises, hein, on le voit toujours. Hem, Écoute, c'est une belle manière de finir tout ça. Je te remercie Philippe, Ben, c'est moi qui te remercie. de tout J'ai été ça. ravi de cet échange, vraiment. Voilà, moi aussi, comme d'habitude, je rappelle à tous que, ben, tu as des livres, qui sont en vente, un peu partout si on peut les Oui, commander. Tu as absolument. J'ai des, fait en fait les derniers, c'était enfin depuis les 4 derniers, parce que j'en avais fait des tas avant, mais je fais beaucoup d'ouvrages mmh, techniques dans le passé. Mais voilà, maintenant j'ai Éloge de l'optimisme, Éloge de la chance, Éloge de l'audace et L'art de changer de vie en 5 leçons, qui sont les voilà. 4 derniers qui sont parus et qu'on trouve assez Je facilement. J'en ai, lu 2 qui sont, la chance et l'optimisme, et l'audace, ça me plaît comme que dans le principe. Donc Mais l'audace, on de se toute fera un. façon, l'audace, il est épuisé et il ressort en fin d'année. Il va sous un titre qui a un peu, il s'appelait au départ Éloge de l'audace et de la vie romanesque, et il va ressortir dans une version qui est augmentée avec plusieurs chapitres et qui va s'appeler, je préfère d'ailleurs le deuxième titre que j'aime beaucoup, qui va être Éloge de l'audace ou l'art de vivre libre. Ce qui, dans la Mmh. situation actuelle, est quand même assez, assez savoureux. Voilà. OK, bah, j'attendrai quelques mois et puis tu me diras quand tu Voilà, le ressortiras, ouais. absolument. Très bien, et puis voilà, on peut te contacter, pour, animer des tas de conférences, Voilà. même en temps de crise, Même en temps de crise voilà, et même à tu trouves du distance, temps, voilà. même à distance, et je pense que c'est une bonne chose à Voilà, faire. très bien. Merci Philippe Merci à Sévillier. toi On t'ajoute Mathieu, sur merci LinkedIn d'ailleurs, infiniment. hein, Toujours, voilà. LinkedIn, ouais, toujours, et LinkedIn, voilà. j'ai publié un petit article récemment justement sur vivre, au temps du coronavirus et puis
J'en ferai quelques autres dans les semaines qui viennent. Mais je veux pas trop non plus encombrer les réseaux, mais bon, faire une petite publication toutes les 3 semaines, 4 semaines, pourquoi pas? Voilà. Ok, top. Bon, Voilà. écoute, merci, mille merci. Ne quitte pas cette page web quand je te dis au revoir parce que il va y avoir un upload qui va se faire. Je dis ça à chaque fois à la fin. Excusez-moi, mes Pas de chers problème. auditeurs, pour cette petite phrase Pas de technique. problème. Voilà. Et à tous, je vous remercie de votre suivi, fidélité au quotidien, les échanges, vos messages aussi sur LinkedIn, sur Instagram. Je promeux assez peu Instagram, mais c'est vrai que je suis très actif sur LinkedIn, un peu moins sur Instagram. Je pousse plus mon Instagram Matintouch parce qu'en l'occurrence, c'est là où je publie plus. Je vais essayer de les fusionner, mais j'y arrive pas pour l'instant avec Insta qui me refuse cette chance, cette opportunité, mais ça viendra. Et puis voilà, abonnez-vous à la newsletter sur gdiy.fr/mail et voilà, donnez-moi votre email, comme ça je vous enverrai un petit message, je vous rappellerai tous les dimanches matins qu'il y a un épisode qui est sorti. Pas beaucoup plus, et j'essaierai de vous donner les bons plans comme les livres de Philippe Gabillier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Génération Do It Yourself. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.